Bien voilà, c'est parti pour le ZCL News ce jeudi 21 avril 2022. C'était hier soir le débat entre Le Pen et Macron. Ça ne manquera pas les esprits. Ça peut faire mon va y voter plus que ça. De toute façon, c'est passé, c'est déjà du passé. Aujourd'hui, eh bien, on va recevoir dans un instant Madame Dabrion, Marilyn Dabrion. Bonjour. Bonjour. Elle est sociologue, elle était récemment dans un colloque sur l'analyse des pratiques professionnelles. On va en parler avec elle. Un peu plus tard, on va recevoir Jérôme Geoffroy et Narcisse Moussinga. Narcisse Moussinga, c'est un cardiologue. Avec lui, on parlera bien sûr de cardiologie, puisque c'est dans le cadre de la mutualité française. Un peu plus tard, une chanteuse guadeloupéenne, Leila Chico. Longtemps, nous pas été vrai, bien sûr, avec nous en direct. Nathalie Jacobico Ali sera là aussi. Edith Evrilus, président de la commission de TPE à la CCIG, sera avec nous. Et on va terminer avec la chronique de Sandy. Sandy qui reçoit aujourd'hui Michel Sadik. Alors, l'émission sera un petit peu longue. Si nous finissons à 14h05, 14h10, ne vous étonnez pas. C'est parti. L'actualité, c'est le projet Caribix, rencontre entre la région et Rodney Taylor. C'est Charlie Dagonia qui était sur place. Jocelyne Béroir, elle est en dédicace depuis une semaine pour son livre Loin de la mer, pas de la mer Caraïbes, loin de l'amertume, on pourrait dire. Ensuite, vernissage mi-temps de l'artiste Agnès Jaffry, Olivier Moradel était sur place. On parlera de la fin du masque à l'école. Il y a un petit reportage là-dessus, c'est assez intéressant. Donc voilà un peu ce qui fait le sommaire de ce ZCL News, l'émission que vous regardez tous les jours entre 12h30, 12h30 et 14h en Guadeloupe, en Martinique, en France, un peu partout dans le monde, puisque nous sommes aussi sur le Facebook en direct. Alors, je vous l'ai dit, on reçoit une sociologue, le proverbe du jour. Ah oui, il ne faut pas rater, il ne faut pas enfiler le couteau avant qu'un bécaprit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ne pas crier victoire à l'avance, c'est le proverbe du jour, comme tous les jours. Et on remercie Dalia qui, tous les jours, nous donne ces proverbes. Alors, Madame Dabriou, merci d'être avec nous, puisque vous étiez dans un colloque la semaine dernière en Guadeloupe à l'université. Vous avez parlé de ces pratiques professionnelles au niveau de la santé, mais surtout de l'évaluation aussi. On a beaucoup parlé de cette question d'évaluation de l'éducation et de la santé. Alors, j'ai envie de vous poser une question toute simple. En matière d'évaluation, comment on se situe au niveau de la santé? Alors, au niveau de la santé, il faut comprendre l'évaluation en fonction des groupes au niveau de la santé. Alors, moi-même, j'ai fait une intervention concernant l'évaluation au niveau des soignants et des soins infirmiers. Donc, à ce niveau-là, l'évaluation est différente en fonction de l'année de formation déjà. Donc, le colloque, c'est sur les pratiques évaluatives et les méthodologies. Donc, au niveau de la santé, nous, infirmiers, on est plus habitués à l'évaluation normative, l'évaluation certificative. Mais maintenant, avec le nouveau curriculum, qui est l'universitarisation des professions de santé, il faut aussi entrevoir les notions d'évaluation formative, formatrice, ipsative, auto-évaluation, évaluation par les pairs. Donc, ça rejoint mon poster qui était sur la pratique professionnelle, qui est une pratique évaluative. C'est une analyse des pratiques professionnelles. Oui, mais pour analyser les pratiques professionnelles, il faut que la personne qui présente la pratique fasse une auto-évaluation d'elle-même, oui, et qu'elle entende ce que les pairs lui disent. Donc, il y a deux démarches là, d'évaluation. Il y a une démarche de co-construction dans un groupe et une démarche d'auto-évaluation. Donc, nous sommes dans ces affaires-là au niveau de la santé, mais les gens formés avant 2009, ils sont plus sur la question, comme quand vous étiez à l'école. L'évaluation, c'est notes, c'est l'importance de ce qu'on fait. Mais l'évaluation est plus subtile que ça. L'évaluation formative, accompagner des gens, le droit à l'erreur, que la personne ait envie de parler de ses erreurs, c'est toutes ces nouvelles pratiques évaluatives qui sont en branle au niveau de la santé. Ça veut dire que quand on fait l'analyse des pratiques, ça permet d'améliorer ces pratiques? C'est pour cela. Mais entendons-nous par pratique? Non pas, puisque moi vous m'avez dit que j'étais sociologue, mais je suis avant tout
cadre infirmier de santé, cadre sup, et j'ai une formation background infirmière. Oui. Donc, en France, je forme des infirmières et je les initie à l'analyse de pratique professionnelle. Mais ce n'est pas analyser un acte, hein, ce n'est pas ça. Oui. Donc, vous allez voir dans mon poster, c'est un ensemble, l'environnement, la portée de ce que j'ai fait dans ma discipline, quelle est la limite, quelle est la valeur, de façon à ce que je puisse apporter de la correction par rapport à ce que j'ai effectué. Donc, il faut que moi, je sois d'accord pour en parler et il faut que je sois d'accord pour entendre ce que les autres me disent sur ce que je leur présente. C'est ce qu'on appelle l'analyse de la pratique professionnelle. Alors justement, vous avez sorti un bouquin sous votre direction, se former à l'analyse des pratiques professionnelles infirmières. Les infirmières, d'une manière générale, en ont vraiment besoin de cette analyse de leurs pratiques aujourd'hui? Elles ont énormément besoin. Mais les nouvelles qui sont formées, je vous ai dit, dans le curriculum, c'est une obligation. Oui. C'est-à-dire que la formation infirmière maintenant est plus une formation progressive. Donc, c'est ce qu'on appelle se former à partir des compétences. Oui. Et pour être compétent, c'est pas en un jour tu fais quelque chose qui est bien, c'est qu'il faut s'améliorer, améliorer sa pratique. Donc, c'est une obligation depuis 2009 par rapport au nouveau diplôme qui est universitaire. Mais à part que c'est une obligation curriculaire, comme je vous ai dit, vraiment, c'est quelque chose qui fait avancer l'individu. C'est-à-dire, à partir du moment, dans une situation que j'expose, je dis, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai fait, mais je ne me sens pas tout à fait satisfaite de mon acte. Donc, aidez-moi à voir ce qui n'allait pas et ce qui allait. Mais pour faire tout ça, il faut qu'il y ait un animateur, une personne qui forme. Donc, les ateliers d'analyse de pratique, le livre que vous avez montré, je suis animateur. Et mes anciens étudiants, qui sont des infirmiers, on s'est mis en groupe d'analyse et je les ai initiés à ça. Mais comme il n'y avait pas de publication en France et dans la francophonie, par rapport à l'analyse de la pratique chez les infirmières, ça a été le premier ouvrage publié pour les infirmières. Mais si vous regardez mon poster, l'analyse de pratique professionnelle est dans plusieurs domaines, en pédagogie, en ressources humaines, un peu partout. C'est une obligation au niveau des universités maintenant que la personne sache analyser sa pratique. Alors, le deuxième ouvrage que je présente très rapidement, c'est le guide pédagogique pour l'analyse de la pratique professionnelle infirmière. Ça va dans le même processus, en fait. Ça va dans le même processus. Alors, j'ai présenté au niveau du premier ouvrage une modélisation, c'est-à-dire une façon de faire en différentes étapes. Mais vous ne montrez pas Votre poster, il est là, oui, il est là, on le voit. Il est là, on le voit. Donc, moi, je ne le vois pas, mais je peux vous dire parce que je l'ai en tête. Donc, le premier dessin, qui est ce qu'on appelle une carte conceptuelle, c'est où j'explicite un petit peu ce que c'est que l'analyse de pratique professionnelle. C'est-à-dire, et j'ai donné une définition d'une personne, c'est-à-dire une situation qu'on décrit, qu'on analyse, et on revient pour trouver ce qui n'a pas bien marché dans la situation, pour avoir ce qu'on appelle des connaissances à transférer au cas où vous aurez en tant que professionnel la même situation pour pouvoir améliorer le même type de situation. Alors, le deuxième schéma, qui est cette modélisation que j'ai proposée, vous voyez qu'il y a écrit mon nom quelque part au-dessus. Donc, je donne les différentes étapes de l'analyse. Première étape, il me faut choisir une situation. Deuxième étape, description. Description. Deuxième étape, il me faut faire une première analyse moi-même de ça. Et cette première analyse, je le présente à mes pairs. Donc, ce qui est intéressant par rapport aux infirmiers, c'est qu'il leur faut du temps pour essayer de comprendre cette situation. Donc, on envoie cette situation et tous les pairs essaient de regarder ce qui est dit, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et après, il y a une autre étape, on se retrouve ensemble, ça s'appelle le regard des pairs. Je n'ai pas fini, M. Zandonis. Le regard des pairs. Et c'est là que les autres vont dire ce qu'ils pensent pour que moi, je puisse faire ce qu'on appelle une méta-analyse. C'est-à-dire revoir la première analyse que j'ai faite pour comprendre ce qui s'était passé, ce qui allait mal. Donc cette modélisation-là, je l'ai présentée après à des gens
qui enseignaient comme moi au niveau des infirmiers. Et je leur ai dit, c'est aux IFSI. Au niveau des IFSI. Oui. Et ça a fait l'objet du deuxième ouvrage qui est que j'ai pris avec moi des collègues qui ont utilisé mon outil et on a expérimenté cet outil-là sur les 3 années de formation. C'est aussi le premier ouvrage comme ça qui est présenté. Voilà. Donc, cet ouvrage est fait pour les gens qui forment les professionnels de santé, particulièrement alors, les infirmiers. Ce que je veux poser comme question, parce que les gens qui nous regardent vont souvent se poser la même question, est-ce que ça contribue à améliorer la pratique infirmière d'une manière générale? Mais c'est pour cela. Oui, c'est l'objectif, mais est-ce que le résultat, est-ce qu'il y a une évaluation de l'évaluation? Mais en principe, c'est ce qu'il faut faire. Oui. C'est-à-dire que quand vous êtes habitué à dire à vos pairs, voilà ce que je fais, je te permets de jeter un coup d'œil sur ce que je fais. Mais c'est pas généralisé dans les IFSI, dans tous les hôpitaux. C'est la première vague formée qui est sortie en 2012 qui a intégré ça. Mais c'est ce que je disais à l'université. Il y a 2 catégories de personnes. Ceux formés avant 2009 et après 2009. Après 2009, ils ont intégré. Oui. Mais il y a tout un combat sur place pour faire ça passer quand ils vont dans les services. Mais cet outil-là est obligatoire dans toute pratique. Parce que dans toute pratique, si vous enseignez, vous faites une erreur, vous dites quelque chose qui ne va pas, bon, après le lendemain, vous avez vos étudiants, vous dites que vous faites l'erreur, vous avez fait l'erreur, ça ne porte pas à conséquence. Oui. Mais vous êtes en présence de patients. Une pratique professionnelle quotidienne, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà. Donc, mais si vous avez vu que vous avez fait quelque chose qui ne va pas, vous osez en parler, c'est bien, pour que vous puissiez progresser après. Mais ça oblige aux gens à travailler dans le décloisonnement. On ne peut pas soigner au niveau de la santé soi seul. C'est l'équipe pluridisciplinaire qui soigne. Et il faut donner à voir ce que vous faites par rapport aux patients. Une question qui n'a rien à voir, mais je la pose quand même. Est-ce qu'on fait l'évaluation des directeurs d'hôpitaux? Je ne sais pas à quel stade ils en sont. Voilà. Il n'y a pas d'évaluation des directeurs d'hôpitaux. C'est-à-dire qu'un directeur quitte son poste, on ne l'évalue pas. Je ne sais pas à quel stade ils en sont. Monsieur Zandonis, déjà s'occuper des infirmiers, des cadres infirmiers, des patients, c'est déjà bien. Ça t'est bon d'évaluer les directeurs aussi. Oui, mais moi, j'aime occuper des gens qui ont besoin moins. C'est-à-dire, le directeur de l'hôpital n'a pas besoin moins. Voilà. Alors, 2 petits mots quand même dans le livre, nous n'avons pas les deuils, mais enfin, ça toujours bon. Folie douce et fou enragé. On va savoir si c'est une des directeurs qui n'est ni folie douce, il faut enrager, mais son livre que vous marquez, une anthropologie créole, sur folie douce et fou enragé. Alors, est-ce que la question se pose, est-ce que, puisque c'est à partir de la Guadeloupe que vous avez écrit cet ouvrage, est-ce que les Guadeloupéens sont dans la folie douce ou bien ils sont des fous enragés? Mais on peut poser la même question là. Oui, donc, on va reposer moins. Oui. Donc, on bien dit que les gens admettent qu'on monde fou, en Guadeloupe, il peut admettre une déqualité gens pour folle. Absolument. Alors, moi, il y a un bic à santé là, en présenter ça pour amis en moi, anciens amis en moi et tout ça. En restant des milliers qui parlé de ça, après M. Henri-Joseph en passé. D'accord. Et il était d'accord avec moi que c'est comme ça, moun qui a parlé des pathologies psychiatriques en Guadeloupe. Mais, il n'y a pas rentré en an à travailler. Moi, là, ça, puisque... Faut y aller livre, là. Faut y aller livre. Faut y aller livre. Ah non, c'est un livre fondamental. Un livre, oui, il faut lire, parce que, pourquoi t'en ça en créole? Parce que c'est une expression, ou marquée en français, mais c'est une expression créole pour monsieur fou enragé. Mais est-ce qu'on fou enragé plus dangereux qu'on fou doux? Tout dépend. Mais tout ça, bandit. En présenter ça à dans communication à 20 minutes. Aura dans l'université là où teni un paquet d'étrangers. Teni moun qui n'ont là encore Québec, ni tout le monde à l'Europe du Nord. Et ils ont trouvé ça très intéressant. Parce que ça, ils ont aimé vision ni par rapport à ça qui a fait ici. Donc, ça, question là qu'on a posé moi là, ça dépend de qui moun qui répond vous. Un monde qui dans la société, ou qu'a dit, un monde fou enragé, et un autre folie douce, il peut dire c'est fou enragé là qui est plus dangereux. Mais nous, en professionnels de la santé, à part si base là, ça nous
baser nous pour dire si on monde plus dangereux ou pas. En tête de ça la fois passée, un monde qui déprimé, quoi que sont mélancolique, il pas fait pont des ordres, il a tout seul. Mais moi premier bitin qui intéressé moi les infirmières, c'est pour n'a pas suicider. Parce qu'un monde qui est mélancolique, il pas fait comme monde qui il pas fait des ordres, il pas fait des ordres. Et il pas fait par exemple une forme de dépression qui dépression réactionnelle. C'est-à-dire un monde il a fait bitin, mais c'est pour venir aider parce que en fait il veut pas mort. Alerte. Mais en mélancolique, il peut pas faire appel. Il y a un coin. Il y a un coin. Et là il prend code là pour y prendre, il a vraiment pas. Donc voilà. Et pourtant il n'a pas fait. C'était qu'à passer à l'hôpital psychiatrique, et moi, je travaille Saint-Claude, bon, peut tout ça. Mais ça veut dire qu'il faut connaître bien pathologie mentale. Classique pour le travail. Mais il faut connaître aussi, nous qui sommes en Guadeloupe, ça, c'est mon qui malade là, gens qui ont pensé maladie à yo. Et il faut surtout connaître, gens, parents à moun, qui concevoir maladie à moun yo ka accompagner. Pour soigner en Guadeloupe, il faut aussi 3 bitins là ça. Et ça difficile à concilier. Très difficile. En cas, juste un petit passage au marqué, mais généralement, la notion douce renvoie au sentiment de bien-être qui n'exerce aucune violence. Ben oui, il faut les douces, pas ni violence. Mais en sortie démontrer que si on a un petit monde qui est déprimé, ou en gros schizophrénie, ou un monde dissocié, il peut faire un passage à l'acte si même, et pauvre monde, il peut, après une seule fois, nous gérer les gens qui suicident en psychiatrie à Saint-Claude. Et en cas, on a un petit passage, un petit phrase à l'Ivan, c'est intéressant. C'est moi qui écris, oui, c'est pour mon envie. La passion amoureuse est souvent une sorte d'envoûtement qui a besoin d'être démarré. Parce que vous savez, nous n'avons pas bien démarré et associé, on va dire, qu'on marie, on va démarrer. Alors, il y a besoin de démarrer défait par certains rituels dont les guérisseurs sont les dépositaires. Mais c'est ça, mon Guadeloupe, qu'a pensé. Mais, ni des gens qui font dépression à dans pensée amoureuse, ils peuvent venir après très persécutés. Puisque ils disent après, c'est Mouna qui abandonne là qui fait un bitin. Donc, mais nous, là, on va apprendre la psychiatrie, à part comme ça, on va soigner Mouna. Mais médecin blanc là qui vient ici, il pas qu'à occuper de tous ces bitins là, ça nous pas. Mais vous qui êtes infirmière, vous savez bien que mi comme ça, Mouna est malade là qu'à comprendre. Donc c'est à vous de dire médecin là, attention à pas ça ou qu'à penser. En cas un exemple simple. Nous sommes en psychiatrie. Nous avons maladie qui a dit, ils mettent moins en Rome. Ils mettent moins en Rome. C'est un médecin blanc. Il a dit, ils mettent moins en Rome. Ça veut dire qu'il pense qu'on l'a fait entrer dans la bouteille. Donc, si on l'a fait entrer dans la bouteille, dans la construction psychiatrique européenne, c'est que ce monsieur délire. Ça s'appelle un délire. Alors, ce pas ça. À bon délire. Là, en Guadeloupe, c'est en rationalisation. Le mettez en Rome là, c'est pas même bien, ou pas entrer en bouteille là. Ou pas entrer en bouteille. Ça veut dire qu'ils voyons ça au bas pour ne pas décoller à bouteille là et que ou prix là. Voilà. En cas poser une dernière question. Est-ce que en livre là ou li avant tes vignes là, est-ce que d'après Yao, travail c'est garder des affaires là qu'a fait en Guadeloupe, son bitin, faut continuer ça ou mais faut arrêter ça. Eh bien, c'est l'entrée en université là, ces problématiques là sans poser. C'est-à-dire que c'est le pays qui a accepté que croyance à monde vient au grand jour, qui va tibrer mais pas c'est Haïti. C'est-à-dire qu'ils admettent que ça c'est une réalité. Et ni psychiatre qui travaille au Québec qui a soigné les gens et veut ces croyances là ça. Normalement, ou si Guadeloupe tout seul indépendant, c'est-à-dire qu'on peut faire une exploration pour voir limite à ça. Mais il faut faire la part des choses entre des guérisseurs, bon, des vrais guérisseurs qui n'ont pouvoir aussi, si monde parler, dit pour avancer, et charlatan. Mais en Guadeloupe, nous avons un seul niveau que monde qui a accepté ça, c'est charlatanisme. Donc c'est débité en parallèle, monde qui a fait ça. Et puis, les gens qui ont soigné sur le plan classique, mais parfois, ces familles-là, ils ont pu fuiter qui nous, ils ont soigné les malades là à danser. C'est dès là. Mais si on joue Guadeloupe indépendant, ils ont fait études pour savoir. Ils ont fait études pour savoir qui sortent de guérisseurs ils ont accepté.
Voilà. Alors, on va poser une question politique, puisque son sociologue. Est-ce qu'on peut dire, au monde Guadeloupe, là, qui a voté Le Pen, Tataï Foucan? Non, Tataï pas parti. Tataï pas Foucan? Non, Tataï pas parti. Ouais. Alors, moi, qu'a posé moi la question, qui gens ça peut fait? D'accord. Mais, c'est normal. Oui, non, mais par rapport à ça, madame là, non, il n'y a pas de, nous avons notre circuit de machin. Nous avons une espèce de problème d'identification. Qui sommes-nous? L'histoire de valeur morale, l'histoire de représentation sur le plan ethnologique. Nous avons notre butin. Nous avons une sphère idéologico-politico, identitaire. Mais nous n'avons pas fou. Ils savent, voilà. Mais nous pouvons faire un chemin pour expliquer ça. Moi si on y temps, peut expliquer pourquoi, ni des gens, ni mon alentour en moi, qui dit moi que en cas de pour que mon dit moi il pas voté mais c'est pour Marine Le Pen en cas garder comme ça en cas dit mais c'est bien Guadeloupe voilà. Mais on peut en tant que sociologue on peut essayer font un début de recherche pour expliquer qui gens ça qu'a fait. Nous que faire on vient pour parler de ça. En tout cas, nous dire merci pour tous ces livres-là où vous mettez des rôles là. Guide pédagogique pour l'analyse de la pratique professionnelle infirmière. Il y a un infirmière qui est suspendu quand il a mais il peut lire ça quand même. Se former à l'analyse des pratiques professionnelles pour les gens qui veulent travailler assis en évaluation à eux. Et puis petit livre là ça qui est fondamental. Moi, il faut lire douce, il faut enrager une anthropologie créole. C'est Madame Lassa, Maroline Dabouillon qui m'a dit. Nous dire merci. C'est pas le dernier fois venir. Nous allons partir tout de suite rapidement sur l'actualité. Projet Caribix, rencontre entre la région et Rodney Taylor. Charlie Dagonia, c'est parti. Merci, Danick. Mais écoutez, aujourd'hui, nous recevons le secrétaire général du CTU. C'est un organisme caribéen qui s'occupe bien sûr du numérique, d'Internet. Et ils sont venus en Guadeloupe pour pouvoir notamment nous présenter leur structure, comment ils fonctionnent, quels sont leurs projets dans la Caraïbe. Et puis surtout, ils sont venus aussi à notre rencontre pour savoir un petit peu quel type d'échange nous pourrions mettre ensemble. Parce que vous savez que nous sommes membres de l'OCDE, nous sommes aussi compétents dans le numérique et que l'un des points forts de notre plan politique en Guadeloupe, c'est la couverture complète de l'île. Nous sommes un archipel avec des îles autour, je dirais, de l'île principale. Donc cela nous intéresse de les écouter, de les recevoir, de discuter avec eux pour voir un petit peu ce qu'ils veulent nous offrir comme service. L'objectif du projet est d'améliorer l'opération et le fonctionnement d'Internet. En établissant ces points d'échange Internet, le trafic domestique en Guadeloupe restera en Guadeloupe et ne devra pas donc partir à l'extérieur pour revenir au sein du territoire. Cela permettra d'améliorer bien entendu la performance des réseaux, le service à la clientèle ainsi que réduire les coûts de l'Internet en soi. Effectivement, nous sommes ici pour soutenir la mise en œuvre des infrastructures techniques qui vont fournir donc les points d'échange Internet. Nous sommes également ici pour rassembler les différentes parties prenantes, les différents acteurs, parce qu'ils vont partager ces infrastructures. Donc les fournisseurs d'Internet, les différentes entreprises de télécom, les fournisseurs de contenu vont partager ces infrastructures. Donc il y aura une formation conjointe des acteurs et nous aurons également un travail conjoint avec les gouvernements concernant la gouvernance de ce projet en soi. Et puis nous sommes aussi là pour pouvoir leur offrir des choses, parce que c'est un partenariat que nous espérons gagnant-gagnant. Nous avons notre expertise, nous n'avons pas attendu pour nous lancer dans le numérique, nous sommes très avancés dans le numérique. Et donc aujourd'hui, eh bien, cette rencontre va nous permettre de jeter les bases d'une entente fructueuse et je pense qu'il sera bénéfique tant pour la Caraïbe, mais aussi de la Guadeloupe, puisque nous sommes là pour pouvoir faire avancer les choses de la Guadeloupe.
Ça s'appelle Caribix et c'est nécessaire et important pour nous puisque nous avons un archipel en bonnes îles et donc on a besoin d'être en liaison, en lionnage comme on dit, avec les pays de la Caraïbe. Deuxième sujet avant la pause, c'est la dédicace de l'ouvrage de Jocelyne Béroir. Jocelyne Béroir, c'est une des chanteuses, la chanteuse de Kassav, vous le savez, Jacob disparaît, mais Jocelyne Béroir sortit un livre qui s'appelle Loin de la mer, pas de la mer aux Caraïbes ni de sa mère, mais Loin de l'amertume. Elle explique un petit peu son parcours et elle raconte aussi le dernier passage du livre, deux petits mots sur la disparition de Jacob. La question qui reste posée, que devient Kassav? Pour l'instant, on n'a pas la réponse. On regarde un peu ce reportage sur cette dédicace de Jocelyne Béroir. C'est parti. Écrire des chansons, ça dure 3 minutes. Écrire un livre, ça dure 300 pages. Donc, c'est vraiment pas la même chose. En plus, il y a on est obligé de faire attention à tous les faits, etc. Et quand on a fini d'écrire le livre, quand on croit qu'on l'a fini, on ne l'a pas vraiment fini. Parce qu'avec les éditions, il y a les corrections, les vérifications des noms, des machins, des trucs. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Ce n'est vraiment pas facile d'écrire un livre. Mais en tout cas, c'est passionnant. Et c'est intéressant. De toute façon, ça a été un peu ma croix, puisque c'est moi qui ai lancé. Il est temps d'écrire l'histoire de Kassav. Alors, c'est l'histoire de Kassav vue par Jocelyne. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et parce que je pense qu'il est mieux d'écrire soi-même son histoire. Un monument pareil, en fait, que Jocelyne, pour justement la culture justement qu'elle a créée avec tous les autres membres de Kassav, c'est super important, clairement. J'ai découvert en fait sa plume, comprendre un peu son histoire, comprendre en fait ce qui a fait en fait qu'elle est arrivée à ce stade en fait dans sa vie. Donc je pense que ça pourrait inspirer pas que moi parce qu'il y a 3 exemplaires, un pour moi, entre guillemets, pour ma famille et pour ma sœur. Parce que c'est elle qui m'a fait découvrir en fait Kassav. Souvent les biographies sont écrites après le décès des gens et je crois que l'idéal c'est d'écrire son histoire soi-même. Plutôt que d'entendre des choses peut-être inventées sur soi parce que les gens essayent de remplir des cases qu'ils ne savent pas, enfin qu'ils ignorent. C'est jamais facile de se mettre à nu, mais bon, je pense que c'était nécessaire. Et en fait, le fait de l'avoir fait, maintenant c'est réglé quoi. Et je passe à autre chose. Je veux dire, je ne suis pas en train de me dire « Oh là là, j'ai dit des choses dedans que j'aurais peut-être pas dû dire ». J'ai essayé de ne pas abîmer qui que ce soit dans mon livre, mais surtout d'insister sur ce que j'ai pu apprendre de chaque personne que j'ai rencontrée. Et c'est ça qui est important. Elle a dit tout. Donc il faudra tout lire, tout simplement. Ça va être compliqué de tout lire en quelques heures que j'aurai ce soir, mais je vais prendre le temps de le lire, clairement. Ça paraît être un bon livre, clairement. Bon, je veux dire, ce qu'on a fait est là. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'heure de la transmission, etc. Donc, en fait, on ne peut pas imaginer tout ça parce qu'à chaque fois, on a des projets qui sont complètement immédiats. Maintenant, les choses qui arrivent, on se dit, c'est peut-être la récompense de tous les efforts, de toutes les choses qu'on n'a peut-être pas vécues, ou toutes les douleurs qu'on ait pu avoir par moment et qu'on a été obligé de surmonter en surfant par-dessus. Cette musique-là dont tout le monde devrait être fier. Au lieu justement de se cacher derrière d'autres noms, il faudrait crier haut et fort Zouk parce que c'est la musique qui est allée dans 80 pays et que les gens ont aimé. Voilà. Voilà, Jocelyne Béroir qui sera notre invité demain dans le ZCL. Nous pouvons poser Yann des questions. Voilà, c'est l'heure de la pause. Tout de suite, on se retrouve dans un instant pour la suite du ZCL News. Ibati. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. On a beaucoup d'invités, comme tous les jours pratiquement. Jérôme Geoffroy, bonjour, de la Mutualité Française, bonjour. Il est accompagné du docteur Narcisse Moussinga, bonjour. Bonjour. Cardiologue émérite au CHBT, président de la Fédération Française de Cardiologie. Et aussi l'Association des Antilles. Des Antilles, ah oui, des Antilles, pas de française. Qu'est-ce que je raconte? Venant de moi. Leila Chico, notre chanteuse favorite des années 80, mais qui est revenue et c'est tant mieux. Nathalie Jacobi-Coadi qui sera la chronique aujourd'hui sur les enfants dans le cadre de la séparation. Voilà. Tout le monde est servi. Alors, on va commencer 2 petits mots quand même sur la mutualité. Jérôme? Oui, alors on est ravis d'être présent aujourd'hui, notamment dans le cadre des actions de prévention. Et donc, on est ravis aujourd'hui de venir dans le cadre des parcours du cœur, manifestation qu'on a dû arrêter à cause de la crise. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité, et donc nous revenons au devant de la scène. Nous allons sur le territoire pour justement proposer cette action de santé en direction du tout public. D'accord. On en parle dans un instant. Alors, docteur, vous êtes cardiologue émérite. C'est quoi un parcours du cœur? Alors, les parcours du cœur, comme ils sont définis, c'est le plus grand événement de prévention qui est organisé en France par la Fédération française de cardiologie. Donc, si vous voulez, je vais faire un petit
topos sur la FEDE. La Fédération française de cardiologie, c'est une association qui lutte contre les maladies cardiovasculaires, qui a une existence de plus de 50 ans et qui est représentée par 27 associations régionales. Moi, je suis le président de l'Association des Antilles. Elle a 4 missions sociales. La première mission sociale, c'est informer contre les maladies cardiovasculaires, informer pour prévenir les maladies cardiovasculaires. La deuxième mission sociale, c'est financer la recherche. La recherche sur les maladies cardiovasculaires, il y a à peu près 3,4 millions de financements par an sur divers programmes sur les maladies cardiovasculaires. La troisième mission sociale, c'est accompagner les malades, c'est-à-dire que ces associations régionales ou les clubs cœur et santé, qui sont les bras armés des associations, organisent de l'activité physique en phase 3, c'est-à-dire la prévention santé. Voilà. Et puis la quatrième mission sociale, c'est suggérer la formation aux gestes qui sauvent pour lutter contre les morts subites et extra-hospitalières. Alors, comment ça va s'organiser? On va parler de la manifestation, mais concrètement, pour le cardiologue, vous êtes sur place quand il y aura cette manifestation. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, bien sûr, on est associé. Alors, les parcours de santé, donc c'est un label de la fédération. Normalement, c'est organisé par les associations régionales et clubs cœur et santé, mais la FEDE permet à d'autres associations, aux mairies, ce parcours sont adressés à plusieurs publics, grand public, entreprises et scolaires. Là, la fédération, la Mutualité française de Guadeloupe organise un parcours grand public. Voilà. Donc ce parcours grand public, ouvert à tout le monde, où il y aura tout le monde, où il va dénoter, c'est un moment où on informe sur les bienfaits de l'activité physique, sur les comportements de santé qu'il faut avoir pour lutter contre les maladies cardiovasculaires qui sont en Guadeloupe et même en France la première cause de mortalité. Voilà. Ça veut dire aussi, c'est encourager les gens à quitter le bureau et à marcher un peu, c'est ça? Et encourager, donc il y aura une information sur le rôle et l'importance de l'activité physique dans la santé des individus et aussi la lutte contre la sédentarité. Parce que l'activité physique, c'est une chose et la sédentarité, ça n'est une autre. Alors, quels sont les partenaires pour cette opération? C'est Jérôme qui va répondre. Alors, effectivement, pour les partenaires, on est nombreux. Il y a toutes les mutuelles affiliées à l'Union régionale qui nous soutiennent et qui seront présents également. On a les producteurs de bananes qui vont nous offrir des bananes. On a Matouba avec de l'eau. On a Jogger Sport également qui va venir nous mettre de la logistique à disposition. La JSF, d'ailleurs, c'est dans leur local que ça va se passer. La Gousier. Exactement. Donc, c'est notre 9e édition. Donc, ça fait quand même un certain temps qu'on organise. Et la JSF nous accueille chaque année. Et on a un autre partenaire qui est le CODEP EPGV, qui est un comité qui permet de faire de l'activité physique non compétitive en Guadeloupe. Donc, on a concocté un programme qui est très riche. Donc, samedi à partir 30 avril à Saint-Félix. On invite les gens à s'inscrire en amont. Donc, on va donner parce que vous savez qu'on est encore dans une post-crise là. Donc, le temps que toutes les habitudes... et puis, il faut toujours faire attention. Donc, voilà, on prend nos précautions. Donc, on a un événement qui est pour environ 100 à 150 personnes. Et donc, on invite le samedi 30 à venir à Saint-Félix à 6h30. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un échauffement. Déjà, il y aura l'accueil. Pour ceux qui voudront bien, il y aura la possibilité de faire un don. Le minimum, généralement, c'est un don de 2 €. On remet un t-shirt et les dons sont reversés à la Fédération française de cardiologie pour les raisons qu'a évoqué le docteur Moussinga. On fait l'échauffement. Un échauffement, vous avez vu, il y avait des photos tout à l'heure. Là, c'est des photos de l'édition 2019. Et après, on va faire une petite marche. D'accord? Une petite marche de 30 minutes. On est sous une version assez légère cette année. Et au sortir de cette marche de 30 minutes, on retourne sur le village. Donc, il y aura d'autres activités physiques, Zumba, Groka. Et il y aura également tout ce qui est... on va faire une Zumka.
Non, il y aura de la musique, on va bouger pour l'activité physique et il y aura aussi les stands de dépistage où justement on va faire passer des messages. Pourquoi il faut faire du sport ou de l'activité physique, pourquoi il faut bien manger, comment bien manger, éviter le tabagisme, etc. etc. Donc c'est à Saint-Félix, le 30 à 6h30. À 6h30. Docteur, une dernière question aux gens qui nous regardent, qui ne sont pas suffisamment sensibilisés aux questions liées au cœur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en matière de, bon d'accord, éviter la sédentarité, mais au niveau de l'alimentation? Alors, vous savez que c'est les comportements individuels qui font les maladies. Hein. Donc, on sait aujourd'hui que toutes les maladies chroniques non transmissibles ont à peu près la même base, c'est-à-dire la sédentarité, l'inactivité, une mauvaise alimentation. Voilà. Et le tabac. Donc on enlève le tabac. En termes d'alimentation, je ne suis pas un spécialiste de l'alimentation, mais la règle de base, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, habituellement, c'est-à-dire en féculents, en légumes et en protéines. Hein. C'est la règle de base. Et justement, je pense que ce jour-là, sur les stands, il y aura des associations pour donner cette information-là. C'est-à-dire que les parcours du cœur, c'est l'activité physique, la sensibilité à l'activité physique et les informations sur les différents comportements à voir, que ce soit alimentaire ou autre. Une dernière chose, pourquoi il y a autant d'AVC en Guadeloupe? Alors, c'est pas seulement en Guadeloupe. Je vous donne quelques chiffres. C'est la première cause de mortalité en France et en Guadeloupe. Par exemple, je prends l'infarctus. Hein, c'est 140 000 nouveaux infarctus en France tous les ans. C'est 400 morts par an. En Guadeloupe, c'est 26% des morts en Guadeloupe. 26%. C'est des maladies cardiovasculaires. 26%. C'est la première cause de mortalité chez les femmes et c'est la première cause de mortalité précoce même chez les femmes avant 65 ans, contrairement à ce qu'on croit, si vous voulez. Donc, c'est la même chose dans les pays, sauf que les facteurs qui donnent ces maladies-là sont un peu différents. Hein. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, on a un peu plus d'hypertension, un peu plus de diabète. Mais pourquoi en Guadeloupe? Parce que le risque cardiovasculaire est quand même très élevé en Guadeloupe. C'est-à-dire qu'on a plus de 30% d'hypertendus, on a 11% de diabétiques, on a 23% d'obèses, et ça continue. Donc le risque est important, sans compter la sédentarité, l'inactivité. Donc on a quand même un lit de facteurs de risque qui est très important. Oui. Ok, bon. D'où un événement comme ça, là, pour stimuler les gens. Voilà, c'est ça. Ouais. D'autant que, juste un élément, on sait les bienfaits de l'activité physique sur les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire que si tout le monde faisait le minimum qui est à peu près de 30 minutes 3 fois par semaine, mais on sait que même 10 minutes protègent, on diminuerait le risque de mortalité par maladie cardiovasculaire de 30%. D'accord. Et le risque de mortalité pour toute cause, c'est-à-dire que l'effet de l'activité physique sur l'apparition de certains cancers du sein, digestif, de la prostate et tout ça, on diminuerait de 40% la mortalité, toute cause. On diminuerait la baisse des fonctions cognitives, les syndromes dépressifs. Donc, l'activité physique a un impact sur tout l'organisme. Comme on dit, c'est pas le seul, mais c'est un bon médicament. C'est un médicament préventif et curatif. Merci, docteur. Ouais. Bien, on l'a bien compris et j'espère que les gens qui nous regardent l'ont compris. On change de sujet, on va parler un petit peu plus légèrement de choses musicales, puisqu'on reçoit Leila Chico, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Quelle nouvelle, Leila? Ça va. Merci de me recevoir. Oui. Non, mais c'est normal, puisque la plupart des artistes ont passé une période assez difficile. Comment ça s'est passé pour toi pendant ces 2 ans? Oh mon Dieu, ça c'est une question à plus poser, là. Clairement, ça a été très difficile pour nous les artistes. En fait, poids, pas manger assez, non, c'est pas vrai. Mais ça vient, mais c'est vrai que, comme disait le docteur, alors il disait de faire 30 minutes, tu sais, 30 minutes. Mais on peut faire aussi 30 minutes de chant aussi, hein, tu sais, ça travaille beaucoup. C'est toutes les activités physiques, hein. Voilà. Donc danser aussi, tu vois. Et danser. Je pense que pendant 200, on n'a pas assez dansé. D'accord. Donc clairement, il faut reprendre ça aujourd'hui. Mais dans l'absolu, je dis merci
Merci Seigneur parce qu'en fait, je suis encore en vie, j'ai encore le souffle de vie, je suis bien, je suis en bonne santé, mes enfants sont Les enfants sont bien aussi. Mon mari va bien, ma maman, tout le monde, tu vois. Et la musique alors? Je me dis, mais la musique, elle reprend, on s'adapte au fur et à mesure. Et justement, un événement pour ce dimanche 1er mai que je mets en place, où j'ai invité Richard Bierman, qui est mon mentor. Qu'on a reçu ici il y a quelque temps. Voilà. Il nous a dit ça. Et on va faire un live, on sera avec des musiciens, et tout ça, ça va être sympa. Et le lieu est très sympa, justement, c'est porteur à justement ce côté un peu respirer, l'air pur, parce qu'on est du côté de la Villa Marsol qui se trouve au domaine de Séverin à Cadette Sainte-Rose. Donc c'est un lieu assez sympa et où effectivement on peut vraiment se prélasser, prendre le temps de lâcher prise un peu. Voilà, le temps d'un événement, d'un déjeuner en musique. On peut te demander un aveu? Lequel? Quelle est la chanson la plus écoutée de Lilac? C'est avoué. On va écouter un petit extrait de mon clip. Oui, le clip qui est sorti. Quelle chanson celle-là? Love Intense, qui était mon 3e album solo. Troisième album. Exactement. Mais longtemps, moi, pas de senti ça. En romance qu'à étaler comme ça. En l'amour, intense qu'à envahir moi. Moi, trouver l'homme la moitié, besoin pour longtemps. On écoutera la suite à la fin du journal si on a le temps. En tout cas, 3e album, ça veut dire qu'il y a un 4e en gestation? Je pense que pour l'instant, on reprend surtout les activités au niveau tout ce qui est performance sur scène. En live ou en playback? Plutôt live pour moi, Ah bon, perso. vous Toute finissez personne avec playback, qui cherche là. Leila Chico, c'est live. Ouais. Et je propose d'ailleurs une formule acoustique live, donc assez posée, pour que je fais mon répertoire. En plus, c'est un peu plus intimiste, c'est un peu plus convivial, tu vois. Et en attendant, pendant ce temps-là, je pense que là, je vais vraiment reprendre. Parce que les années ont passé, mais au-delà de ces 2 ans, c'est surtout aussi le fait que durant tout ce temps, les albums ne se vendent plus comme avant. Donc, moi, dans mon cas, j'ai beaucoup freiné sur les sorties d'albums parce que c'est un investissement conséquent en démarrage et on ne rentabilise pas. On ne rentabilise plus comme avant. Donc, aujourd'hui, notre travail, c'est plutôt la représentation scénique, qui fait que... Et donc, c'est là où je fais appel à tout le monde en disant que si on doit supporter nos artistes, on doit venir à leurs concerts, on doit venir à leurs représentations. C'est la meilleure... Pour moi, c'est le meilleur salaire, en fait. Voilà. Alors, donc rendez-vous le 1er mai. 1er mai, dimanche 1er mai, à la Villa Marsol, à Cadette Sainte-Rose, qui se trouve au niveau du domaine de Séverin. Et la suite après? Et la suite après? Oui. La tournée en France, et ça, et le concert qui se prépare. Voilà. Bon, ben Leila, merci d'être venue. Et puis, on va essayer d'écouter la suite à la fin. Il est déjà 13h20 et c'est l'heure de la chronique juridique avec Nathalie. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Générique, c'est parti. Alors bien sûr, c'est à vous mettre les enfants dans le cadre de la séparation, un moment difficile pour les enfants comme pour les parents. Alors après une décision rendue au juge des affaires familiales, est-ce qu'on peut saisir de nouveau sur la situation des parties? Est-ce que ça a changé? Tout à fait. Donc il faut savoir que lorsqu'une décision de justice est rendue, après la situation des parties peut changer. Donc ça veut dire que c'est pas figé. Donc lorsque la situation des parents, des enfants change, on peut ressaisir le juge des affaires familiales. Alors qu'est-ce qu'une situation nouvelle alors dans ce cas-là? Alors une situation nouvelle, il faudra que les parties puissent justifier que depuis l'ancienne décision, que la situation a changé. Donc je peux donner un exemple concret. Admettons, il y a une pension alimentaire qui a été fixée. Entre-temps, le parent débiteur, donc celui qui doit payer la pension alimentaire,
a perdu son emploi, donc ça veut dire qu'il y a une différence de revenus, donc il pourrait saisir le juge aux affaires familiales pour demander une diminution de la pension alimentaire, ou, admettons, on avait fixé une garde alternée, un des parents décide de déménager, admettons, en France hexagonale, donc ça veut dire que la garde alternée, ça sera plus possible. Donc là, à ce moment-là, on va saisir le juge aux affaires familiales pour fixer un droit de visite et d'hébergement, fixer la résidence chez l'un ou l'autre des parents. Et comment il apprécie donc cette nouvelle situation, le juge? Alors, le juge aux affaires familiales va apprécier la situation de façon in concreto. Donc, ça veut dire au regard de la situation réelle des parties. Donc, il va se fonder sur les pièces qui seront versées au débat et soumises à la discussion des parties. Alors, il y a quelque chose qu'on appelle l'autorité parentale. Est-ce que ça peut changer en fonction de... Oui, alors il faut savoir que l'autorité parentale, lorsqu'il n'y a pas de décision de justice, à savoir que lorsque les parents ne sont pas mariés, donc on va parler d'enfants naturels, lorsque le parent reconnaît l'enfant dans l'année de sa naissance, l'autorité parentale, elle sera conjointe. Conjointe. Dès que l'enfant est reconnu. Dans l'année de sa naissance. L'autorité parentale, elle est conjointe. Si l'enfant est reconnu plus d'1 an après sa naissance, il faudra saisir le juge aux affaires familiales pour fixer les droits et les obligations sur l'enfant. Donc, lorsque on va voir une décision de justice qui va intervenir, à savoir que le juge va fixer l'autorité parentale sur les enfants. Donc, l'autorité parentale, généralement, de principe, elle est conjointe. Donc, il peut arriver que, justement, pour des raisons... on va justifier, ça peut être le désintérêt de l'enfant, on va fixer une autorité parentale unilatérale. Non, on va la fixer de manière conjointe. Ou même si elle est fixée de manière unilatérale, on pourra toujours saisir le juge aux affaires familiales pour la faire modifier. Mais là encore, ça sera en fonction des pièces qui seront versées. Alors, j'ai divorcé, je me suis séparé de mon ancienne compagne ou femme. Oui, est-ce qu'on peut interdire au beau-père, entre guillemets, ou à la belle-mère de voir l'enfant? Alors, là, justement, c'est une question des fois qui est souvent posée lorsque les couples se séparent. Donc, forcément, il y a un nouveau compagnon, une nouvelle compagne. Et des fois, l'autre parent peut dire, oui, mais moi, je ne veux pas que le nouveau compagnon, la nouvelle compagne soit en contact avec mes enfants. Donc, il faut savoir que l'autorité parentale, c'est quoi? Donc, ça veut dire que le parent doit veiller à l'entretien, l'éducation et la santé des enfants. D'accord? Donc, ce qui veut dire que lorsque l'autorité parentale, elle est conjointe, le parent, si lorsqu'il a envie d'exercer son autorité parentale, il est en présence de son compagnon ou de sa compagne, il a le droit. Rien ne l'empêche que le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne soit présente. Sauf si la compagne ou le compagnon ou le parent commet des actes qui pourraient causer des incidents concernant l'enfant. Donc là, à ce moment-là, on pourra soit saisir le juge aux affaires familiales pour justement modifier la décision, ou en fonction des manquements qui seront causés par le nouveau compagnon, la compagne ou le parent, porter plainte en fonction effectivement des faits qui seront en présence. Et on peut interdire aux parents de confier l'enfant à un tiers? Alors, c'est une question qui est souvent posée par les parents lorsqu'ils sont séparés, à savoir qu'ils disent, lorsque mon enfant est avec le père ou la mère, j'ai pas forcément envie que l'enfant soit confié à un tel ou un tel. Donc, il faut savoir, là encore, que lorsque on va fixer le droit de visite et d'hébergement, il faut savoir que le parent chez qui l'enfant est confié a le droit de confier l'enfant à un tiers. Oui. D'accord? Donc, ce qui veut dire que à ce moment-là, le parent, s'il n'y a pas de motif pouvant justifier un danger imminent, il ne pourra pas interdire que l'enfant soit confié à un tiers. Sauf cas particulier, donc s'il y a un risque de danger, là encore, on pourra saisir le juge aux affaires familiales ou Oui, mais si l'enfant lui-même ne veut pas y aller? Effectivement, donc là encore, ça va dépendre. Enfin, là, dans cette situation, on va regarder aussi l'âge de l'enfant, mais il faut savoir que l'autorité parentale confie des obligations, à savoir que s'il y a une décision de justice qui a été rendue, le parent est censé faire respecter cette décision de justice. Donc ça veut dire que si l'enfant ne désire pas aller chez le parent, en raison que le parent a l'autorité parentale, il doit pouvoir exercer cette autorité pour dire oui, mais il y a une décision de justice qui a été rendue, donc il faut que tu puisses aller chez ton père
ou chez ta mère. Oui. Donc, et il y a des conséquences sur la non-présentation, c'est-à-dire que si il y a une décision de justice qui a été prise et on ne présente pas l'enfant, qu'est-ce qui se passe? tout à fait. Donc là, ça va constituer un délit, la non-présentation d'enfant. C'est sanctionné par le Code pénal. C'est l'article 227-5 du Code pénal qui le prévoit, à savoir qu'il prévoit la sanction d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Ça peut aller jusqu'à 15 000 euros. 15 000 euros, oui. Là, c'est le maximum, 15 000 euros. Et 1 an d'emprisonnement, c'est également le maximum. De plus, la jurisprudence estime que la résistance d'un mineur à l'égard de celui qui le réclame ne saurait constituer pour celui qui a l'obligation de le représenter ni une excuse légale, ni un fait justificatif à moins de circonstances exceptionnelles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si justement l'enfant ne souhaite pas aller chez son père ou chez sa mère, ça ne peut pas être une excuse, sauf motif exceptionnel. Alors, qu'est-ce que c'est le motif exceptionnel? Alors là encore, c'est le juge qui va apprécier ce motif exceptionnel. Donc, par exemple, la jurisprudence a relevé que le danger actuel ou imminent pouvait être un motif exceptionnel. Également, si l'enfant il est malade, ça peut être un motif exceptionnel. Donc là, à ce moment-là, il faudra que le parent puisse justifier d'un certificat médical. Il ne faudra pas non plus qu'il essaye d'instrumentaliser l'enfant et qu'il cherche une excuse pour que l'enfant ne soit pas présenté à son parent. Et autre chose, donc on va regarder aussi l'âge de l'enfant. L'enfant aussi, pourquoi? bien sûr. Parce que ça pourra être vu justement comme une excuse, à savoir... Bon, on sait quand des fois les enfants ils arrivent dans l'adolescence, ça peut être difficile de contraindre un enfant de 15-16 ans à aller chez son parent, surtout lorsque les relations sont conflictuelles. Donc le juge va apprécier cette situation, il pourra entendre l'enfant pour justement excuser la situation. Et le parent, il peut faire quelque chose d'autre? Oui, tout à fait. Donc si justement l'enfant il est réticent à aller chez son père ou sa mère, il pourra très bien faire modifier ce droit de visite et d'hébergement qui aurait été fixé. Il pourra également demander à ce que l'enfant mineur puisse être entendu par le juge. Donc il faut savoir que cette audition ne sera pas de nature à lier le juge. Le juge tiendra compte de l'avis de l'enfant et il fera prévaloir l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc ensuite, qu'est-ce qui pourra se passer? Souvent, lorsque les enfants, ils ont 15-16 ans, me concernant, lorsque il y a une réticence, j'estime qu'on n'a pas à forcer forcément un enfant à aller chez son parent. Donc ce qu'on peut demander, ça sera par exemple, plutôt que fixer un droit de visite et d'hébergement en indiquant un jour, l'heure, etc., on peut demander un droit de visite et d'hébergement libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le jugement, on ne va pas fixer de jour ou d'heure. Ça sera à la volonté de l'enfant. Et j'estime, à titre personnel, que ça peut être une bonne chose. Pourquoi? Parce que l'enfant pourra se dire que même s'il a des difficultés avec son père ou sa mère, qu'une porte est ouverte. C'est-à-dire que si la situation se rétablit, qu'il peut se dire que voilà, ce week-end, je peux aller chez papa, je peux aller chez maman, et qu'on ne le force pas. Et ça, justement, ça peut permettre de rétablir la relation parentale qui peut être une bonne chose. Et en tous les cas, on a besoin d'un avocat. Oui, c'est important. Justement, rien que pour avoir justement des conseils sur ses droits et obligations. Voilà, il est 13h30. On rappelle donc dimanche le 30. Samedi 6h30 à la JSF à Saint-Félix pour une marche et ensuite de l'activité physique et de l'information. Et le lendemain, le 1er. Voilà, c'est ça. Et après, quand vous avez bien marché, vous avez bien travaillé pour le cœur, vous venez danser le dimanche 1er mai. On retravaille pour le cœur. On a travaillé pour le cœur. L'autre cœur, là, c'est pour l'autre cœur. Hein. Les deux. Ah, les deux en même temps. Ah, les deux, d'accord. On a noté. Bien, on vous remercie tous. Il est déjà l'heure de la deuxième pause et on va retrouver nos derniers invités. Édith Evry-Luce, la présidente de la commission TPE de la CCI, et puis la chronique avec Sandy. On va recevoir tout à l'heure M. Sadik. C'est parti pour la pause. Voilà, il est exactement 13h37. On reçoit Édith Evry-Luce, la présidente de la commission TPE de la CCIG. Bonjour. Bonjour, monsieur Zandonis. Et vous continuez à travailler pour les TPE, madame Evry-Luce? Non, mais il faut travailler pour les TPE parce que, bon, nous vivons, ou alors nous avons vécu, ou bien nous sommes en train de vivre la pandémie, et qui a été non sans cause pour les entreprises d'une manière générale, mais aussi pour nos TPE. Et donc, c'est pour cette raison que encore plus de proximité que nous demande le président de la Chambre, plus de proximité, puisque les entreprises en ont besoin. Le moral est à plat. Bon,
ils ne savent pas, il y a des périodes de doute. Et donc, c'est pour cette raison un forum annuel que je fais un forum annuel. C'est la commission des très petites entreprises de la Chambre qui organise ce forum annuel, mais qui est une autre formule, puisque ce forum aura lieu le mercredi 27 avril. Et il y aura pléthore d'intervenants qui vont discuter en fonction des problématiques des très petites entreprises. C'est-à-dire, c'est une façon de les faire réagir sur... Une façon de les faire réagir, puisque le titre même du forum, c'est « Réagissez à temps face aux difficultés, la CCI vous accompagne, vous n'êtes pas seul ». Donc, c'est une manière de dire aux chefs d'entreprise, on sait que les choses sont difficiles, on sait qu'il y a des jours qui ne seront pas les meilleurs dans quelque temps. Donc, il faut déjà commencer à réfléchir dès qu'il y a une petite difficulté qui s'annonce dans l'entreprise. Commencez déjà à réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire, comment je vais faire. Et la Chambre donne la réponse en disant, vous n'êtes pas seul, nous sommes avec vous, puisque c'est la mission même de la Chambre d'accompagner. Et n'oublions pas, à la Chambre de commerce, avec l'arrivée de cette pandémie, nous avons installé le CIP. Et donc, suite à ce forum nouvelle formule, je vais dire, nous allons faire des rencontres B2B à la Chambre de commerce avec ces chefs d'entreprise qui commencent à avoir des difficultés, soit qui ont peur d'en parler, qui ont peur de prendre les décisions, qui ne dorment pas et qui ont beaucoup de difficultés à savoir comment démarrer, comment faire une démarche quand l'entreprise a des difficultés. Donc, ce forum aura lieu sur pratiquement une demi-journée. Et donc, c'est de 9h, je crois, c'est ça? C'est de 9h à 13h. Et nous prendrons des rendez-vous avec les entrepreneurs, avec les partenaires de l'entreprise, pour que nous puissions organiser, dans un autre jour, à la Chambre de commerce, des rencontres B2B, pour que ce chef d'entreprise qui a assisté à cette grande manifestation puisse rencontrer de visu son interlocuteur, parce que des interlocuteurs, il y en a pas moins de 10, et pour qu'il puisse exposer les difficultés qu'il rencontre. Et c'est là où prend toute la place de l'accompagnement de la Chambre dans la difficulté que rencontrent les petites entreprises. Donc, j'invite tous les chefs d'entreprise de la Guadeloupe, en fait, ceux qui sont dans une période d'incertitude, dans une période de doute, les entreprises qui se cherchent. J'invite ces chefs d'entreprise à nous rejoindre à ce grand forum qui aura lieu le mercredi 27 au WTC. Je ne vais pas tout citer, mais je vois qu'il y a l'IEDOM, l'INSEE, la DRPI, la CGSS, l'avocat mandataire judiciaire, le commissaire aux comptes. Tout ça sont des spécialistes qui seront là pour conseiller ces entrepreneurs et après prendre des rencontres, comme vous avez dit. Ce sont des spécialistes de l'entreprise. Quand l'entreprise... Il y a les 60 000 rebonds. Les 60 000 rebonds, ils seront. Il y aura aussi Madame Patricia Braffant-Troubeau, parce que le thème que nous avons choisi dans la commission, comment harmoniser bienveillance, comment harmoniser résilience et comment harmoniser dépôt de bilan. Parce que estime de soi aussi. Voilà, oui, puisque le chef d'entreprise, il a toujours peur. Il y a des moments de peur, il y a des moments de trouble, il y a des moments de stress. Donc, nous avons invité aussi une sociologue, Madame Braffant-Troubeau, pour qu'elle puisse parler avec les chefs d'entreprise et dire quelle est la démarche, prendre sur le plan psychique, parce que c'est vrai que on a toujours peur, on a toujours mal de perdre une entreprise qu'on a travaillé dur pour mettre sur pied. Mais c'est vrai aussi, on a besoin d'être accompagné, et c'est pour cette raison, non seulement il y aura Madame Braffant-Troubeau, mais nous aurons aussi les 60 000 rebonds pour permettre à ces chefs d'entreprise de rebondir et de ne pas rester sur sa faim. En fait, la Chambre de commerce essaie au maximum d'accompagner les petites entreprises d'une manière générale. C'est ça la philosophie.
La philosophie, c'est la mission de la Chambre même, c'est d'accompagner, de conseiller, de former, d'informer. C'est ça la philosophie, c'est d'informer toutes les entreprises, puisque la Chambre de commerce, c'est la maison mère des entreprises, qu'elles soient TPE, qu'elles soient grandes entreprises. Mais nous avons constaté que les grandes entreprises sont déjà organisés. Ils connaissent les démarches, ils savent à quelle porte frapper. Et ils ont les moyens aussi. Ils ont les moyens. Et les petites entreprises qui sont dans les zones rurales, le plus souvent, ce sont ces entreprises-là qui ont peur, du lendemain, qui ont peur de prendre des décisions et qui méritent un accompagnement plus approfondi, puisque bon, nous sommes déjà dans l'accompagnement depuis plus de 10 ans, nous sommes déjà dans l'accompagnement, puisque cette commission a été créée pour les très petites entreprises. Et donc, c'est une commission même de proximité avec les très petites entreprises, puisque moi, je suis issu de la très petite entreprise, donc je connais un peu les problèmes. Et c'est pour cette raison que nous avons sillonné les communes les 4 dernières années. Mais là, à cause de la pandémie, donc on a un peu freiné, parce que nous-mêmes aussi, nous sommes chefs d'entreprise, il a fallu réorganiser nos entreprises et tout. Et donc maintenant, comme il y a un petit accalmie, mais je vais dire aux gens de rester véatifs quand même, donc nous essayons de reprendre les forums itinérants pour que nous soyons plus près du chef d'entreprise pour lui dire, nous sommes là, vous avez un problème, vous sentez que vous aurez une difficulté, quel que soit avec votre banquier, quel que soit avec les impôts, la CJSS, n'ayez pas peur, votre chambre de commerce est là pour vous accompagner. Une dernière chose, Madame Évrilus, en ce qui concerne les entreprises qui sont dans les îles du Sud, je pense à votre pays, Marie-Galante, Désirade, les Saintes, qu'est-ce qui est prévu? Toutes les entreprises sont livrées à la même enseigne parce que finalement, ce forum prend naissance au World Trade Center, dans le cœur de Jarry, au poumon même de Jarry, là où se trouvent les entreprises. Mais après, nous avons décidé à la commission des très petites entreprises de partir sur la Basse-Terre. J'attendrai que la présidente de la commission, la présidente de la fédération de la zone Basse-Terre nous donne une date. Ensuite, nous irons sur le Nord Grande-Terre. Ensuite, nous irons vers la Carle. Et après, nous irons dans les îles du Sud pour aussi informer, parce que tous ces petits chefs d'entreprise doivent être au même niveau. On ne doit pas faire pour l'un et ne pas faire pour l'autre. Bien. Ben, écoutez, on prend mot pour ce rendez-vous donc du 27 à partir de 9h. Et Madame Évrilus, on va vous retrouver très bientôt, mais c'est ce soir pour un autre domaine. Il est 13h45. C'est l'heure de l'émission La Chronique de Sandy. C'est parti. Comme tous les jeudis, c'est Sandy, le SDM. Aujourd'hui, Sandy, quoi de neuf? Bonjour Danick, bonjour à tous. Mais aujourd'hui, la chronique sera concentrée essentiellement sur la rubrique Actu Showbiz. Voilà, chose promise, chose due. Je reçois un artiste, une personne que j'aime beaucoup, Monsieur Sadik. Eh ben bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour Sandy, ça fait plaisir d'entendre que tu m'aimes beaucoup. Tu es une fan de plus. Hein. C'est ça, ça fait plaisir. Ça va? Oui. Et toi? Bon, ça va très bien. Ce week-end de Pâques? Chargé. Surtout en manger. Manger crabe, comme ça? Non, pas manger crabe. Pas manger crabe? Allergique à ça. Ah ouais. Oh là là. Mais aucun bon crabe. Aucun crabe quand même. Alors ça dégoûte moi aussi de manger. Ouais. Super Sadik. En tout cas, merci pour ta présence dans la chronique S2M. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, mais ceux qui aimeraient te redécouvrir, en tout cas à travers quelques mots? Tu crois qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Sadik? C'est clair, mais quand même, on ne peut pas faire Sadik venir et qui ne se présente pas. Effectivement, on nous voit en France, il y a des gens peut-être. Ça me permet de faire un exercice de comment je me perçois moi-même. Donc, Monsieur Sadik, artiste caribéen, j'ai envie de dire d'origine guadeloupéenne. Et voilà, artiste engagé auprès de l'éveil
pour l'éveil des consciences, en tout cas des Guadeloupéens, des Antillais, Antillo-Guyanais. Donc voilà, 3 albums, Pilon Inquisier, À Cœur Ouvert, En Silence, le 3e, le dernier. Super. Comment tu as vécu, Sadick, en tout cas, je dirais, ces 2 dernières années où il n'y a pas eu vraiment de scène? Donc toi qui es un artiste qui est très proche de ton public, je pense que les lives, tu apprécies particulièrement. Comment tu as vécu cette absence de la scène? Ça a été une période particulière. Moi, je suis, heureusement, je suis quelqu'un de très, très optimiste. Donc j'ai su quand même positiver autour de ça, même si j'étais quand même... j'ai subi cette espèce d'enfermement forcé, mais je l'ai mis à contribution pour faire des activités en famille, voilà, me redécouvrir, beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion sur la société, sur le fonctionnement même de la société, de la Guadeloupe, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de problématiques, de limites. On a vu les limites aussi des personnes qui nous dirigent, qui nous gouvernent. On a compris beaucoup de choses pendant ce confinement. J'ai pu faire un peu de musique, mais c'était pas le climat n'était pas forcément très adapté à créer de la diversité musicale. Voilà, donc j'ai créé des choses qui allaient un petit peu dans le même sens. Et puis voilà, j'ai joué au foot dans mon jardin, voilà. Ok. J'ai joué à la PlayStation, j'ai mangé, j'ai fait du sport différemment. Il parle beaucoup de manger. Hein. Manger bien. Il y a quelqu'un qui mange bien. C'est pour ça qu'il fait beaucoup de foot apparemment. Exactement. Voilà. Bon, alors moi, si je t'ai invité, c'est parce que tu as une grosse actu très bientôt. Ouais. Une tournée. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler? Déjà, la tournée était prévue il y a 2 ans. Ah. Et donc, elle a été stoppée dû au confinement et la pandémie. Donc voilà, donc du coup, je pars au mois de mai pour une tournée en province et à Paris. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 6 ou 7 dates qui sont affichées, mais il y en a d'autres qui se sont rajoutées entre-temps. Et donc voilà, partir à la rencontre du public en France, en province, c'est quelque chose qui me tardait de faire. Et voilà, savoir si les gens, comment ils ont reçu les chansons, reçu les morceaux. Donc c'est un challenge, un défi, parce que je pars avec mes musiciens. Ce sera une tournée live. Stevie Land, Claudie Durizo, Cutter et Karim Verger. Donc des musiciens qui m'accompagnent régulièrement. Et voilà, très content de pouvoir faire du live autre part qu'à Paris, en province. Bon, il faut nous partir là, à présent. Mais oui, mais alors, le concert en Guadeloupe après. C'est ça, ce que j'avais oui et non en Guadeloupe. Parce que le monde qui est comme ça là, demain, il a dit, mais ah ouais, il a parlé. Et nous nous pas confinés. Non, mais il faut savoir que toujours jouer Guadeloupe. Tu as des dates de prévues? J'aurai dans la continuité de la tournée, je suis censé partir en Martinique, aller en Guyane et finir en Guadeloupe. Le meilleur pour la fin. Bon. On va dire biscuit. Bon, ben, très bien. Mais j'ai bien envie qu'on visionne un petit clip de Monsieur Sadick. Lequel? Ton préféré. Ton préféré, ouais. Attends, madame là, il y a ouais. Ton préféré. Oui, mais on va voir un petit extrait. Un petit extrait. C'est parti. Oh, oh. Commandé tout pour na quitte là ou plein sensualité comme mélodie à guitare là on veut pas chez moi et puis voilà moi ouais vous reine qu'on simba et puis là laissez moi faire volonté aussi en tenir courage de vino prêt on te dit on est l'essence soigner plein on te dit one business c'est pas grave passer mais aussi can là sous savez que vous faites pour moi qu'en faites pour savez que vous faites pour moi, qu'en faites pour. Je note quand même, ça dit qu'il y a un vrai travail dès le premier album sur les textes. Hein. Premièrement, ça rime, c'est assez particulier, nous m'avons remarqué ça, et puis il y a un travail réel. Mais ça rend plaisir que vous remarquez ça, puisque c'est un peu la base, si tu veux, de
c'est la façon dont moi j'ai abordé la musique et cet art qui est l'écriture. J'ai commencé avec le rap, donc quand on fait du rap, c'est beaucoup de rimes, beaucoup de figures de style. Et j'ai toujours aimé ça en fait. Pour moi, c'est par là que passe la performance. Ce sont les métaphores, les figures de style, les images qu'on peut projeter en écrivant. Donc je mets toujours un point d'honneur à écrire de belles choses. Quoi. Je suis très difficile avec moi-même. C'est très important. Le texte, le texte est important. Bon, ça dit que tu as une petite anecdote pour finir, quelque chose que, je sais pas, lors d'un tournage ou de concert. Ah, j'en ai plusieurs. C'est vrai que il y en a une que je raconte souvent. C'était un concert à Robert Loison avec mes musiciens. Et il y a le guitariste qui a commencé un solo, mais il voulait s'avancer, donc il n'avait pas encore pu avancer, il avait déjà fait 8 mesures de solo, et moi je viens lui faire signe pour lui dire que c'est bon, c'est plus la peine de venir devant. Mais au moment où j'arrive à son niveau, il se retourne pour passer la guitare dans son dos, et il me donne un coup de guitare. Ah ouais, c'est sûr. Aïe. En plein concert. Franchement, un senti passé. Et en live. En live. Donc je reviens devant, je finis la chanson, et il y a une fille qui me fait devant. Tu saignes. J'avais le nez qui était en train de saigner et tout ça. Donc voilà, après j'ai quitté la scène, j'ai mis du coton. Bon, on va terminer. Alors quand je reçois un artiste, il faut qu'il nous fasse quelques notes quand même. D'accord. En acapella, et puis je te laisse choisir, tu connais les morceaux que j'aime. Ouais, voilà. Donc tu me laisses pas choisir. Non, mais alors parmi ceux que je préfère. Non, je te laisse choisir alors. Ah, maintenant, allez, vas-y. Non, je te laisse choisir. Savez que vous faites pour moi, que vous faites pour. Il est belle, voilà. Merci Sadik. Merci Sadik. Et puis, à jeudi prochain. À jeudi prochain. C'est qui pour la prochaine? Alors là, ce sera une autre rubrique du coup. On a eu Sadik, il faut laisser les gens. On continue. Merci Sadik, merci Sandy. Et puis on continue jusqu'à 14h. C'est ça. C'est parti. Bye bye. Avant-dernier sujet, on va parler du vernissage mi-temps de l'artiste Agnès Diafri. C'est Olivier Mouradel qui s'est rendu sur place. C'est une exposition qu'il faut voir. Je rappelle quand même qu'il y a une autre exposition dont on a parlé hier, c'est chez Roger Thompson aux Habib. Mais là, on parle de l'artiste Agnès Diafri. C'est parti, Olivier Mouradel. J'ai du mal à me définir, mais il y a des choses que j'aime, qui font partie de ma peinture. J'aime la méditation, les philosophies, j'aime le travail de la couleur, j'aime le graphisme et l'idée du travail qu'on a à faire sur soi pour être en constante évolution. Les couleurs sont chatoyantes, c'est de la figuration libre. Mais ça parle beaucoup de ce que j'ai à l'intérieur de moi, du travail que je mène et que j'invite à mener contre tout ce qui nous pèse, c'est-à-dire tous nos boulets, on va dire, toutes nos chaînes, tous nos boulets. Aujourd'hui, je suis dans la galerie de Jean-Marc Louis. Agnès, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, déjà par son humilité, sa sincérité. Donc avant même de connaître et de voir ses œuvres, c'est une artiste qui m'a plu, donc que j'ai appris à découvrir avec l'initiative et grâce à l'initiative de Creativa, de Joselita Guerroso, parce que nous avons fait une rencontre à Terre-de-Bas où ça nous a permis de tisser des liens et d'avoir un regard vrai sur chacun d'entre nous. C'est lui qui travaille sur le bois. Il travaille avec 2500 volts et ça fait des œuvres magnifiques. Moi, je travaille sur toile en ce moment, essentiellement, je crois, oui. Donc toutes les peintures sont de moi, les textes aussi peints sur toile sont de moi. Je suis son travail régulièrement depuis 4 ans maintenant
Et chaque fois qu'elle fait une exposition ou personnelle ou collective, j'essaye de l'accompagner de mon mieux et surtout d'écrire aussi sur son travail, parce que c'est important aujourd'hui d'avoir pas que des images, mais aussi d'avoir des textes, des choses qui restent, des traces qu'on peut mettre dans les catalogues. Jusqu'au 28 avril. Et pour ceux qui habitent de l'autre côté de la Basse-Terre, je serai à Baïf à partir du 29 ou 30 avril jusqu'au 22 mai. Et après, j'aurai encore quelques petites expositions avec mes collègues, des expositions collectives au mois de mai. Voilà, il va être 14h, mais avant, on va jeter un dernier coup d'œil sur le dernier sujet, c'est la fin du masque à l'école. Vous savez que dans les écoles, dans les établissements scolaires, pendant toute cette période de pandémie, il y a eu beaucoup de polémiques autour du masque. Faut-il mettre, pas mettre? Les profs n'étaient pas tout à fait d'accord. D'ailleurs, dans certaines écoles, on ne disposait ni de gel hydraulique, ni de masque pour les enfants. Et puis, un enfant de 6 à 8 ans, avoir un masque toute la journée, c'était pas toujours évident. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a une grande respiration. On regarde ce reportage et on termine là-dessus. À partir de lundi, le masque ne sera plus obligatoire dans les établissements scolaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis content parce que j'en ai marre de porter ça. Ça me saoule. Bon, ça suit les cours des choses. Je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose. Moi, je trouve que c'est cool parce que comme ça, on pourra mieux respirer. Et je pense que petit à petit, il faut bien que ça revienne à la normale. On sait très bien que les jeunes ne font pas forcément attention. Après, je pense que libre à chacun par rapport à la fragilité des uns et des autres de maintenir ou pas. En fonction de l'évolution, si ça va, on retire les masques, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ça fait un moment qu'ils traînent avec le masque et puis il fait chaud, c'est pas forcément agréable à supporter toute une journée. C'est fatigant, c'est chiant. En plus, quand tu le baisses, il y a les profs qui viennent, ils te disent le masque. Et en plus, le masque, ça nous mettait des boutons des fois. Donc je suis assez content. Et quand tu ressors l'après-midi, tu sors de là avec un mal de tête. La chaleur, l'envie des fois se gratter. Et je pense qu'ils auraient pu aller progressivement. En tant que parent, moi j'ai eu les enfants concernés et ils ont tous les deux été touchés. Donc à mon avis, les enfants commencent à avoir une immunité. Du coup, on a hâte de l'enlever. Et après, j'espère que le mal ne sera pas fait et qu'ils ne seront pas obligés de reprendre le masque. C'est pas évident, hein. Ça va faire quand même déjà quelques mois que les enfants sont contraints de porter le masque. En classe, depuis la rentrée en septembre, je crois, et l'année dernière aussi. Ils vont déjeuner ensemble, donc ils auront d'autres occasions en plus de s'exposer. Moi, je suis plus trop sur ça. Les autres, je sais pas, mais moi, je sais que dès qu'ils disent d'enlever le masque, je l'enlève. Si on commence un peu à passer vers une normalité, tant mieux. Je comprends les deux parties, mais c'est vrai qu'il faut faire attention, la santé n'a pas de prix. Hein. Donc, je suis assez content qu'on n'aura plus le masque à l'école. Donc, tu n'auras pas de masque? Non, je n'aurai pas de masque. Voilà, il est exactement 14h. On rappelle qu'on a reçu du journal du ZCL Madame Dabrion, Marilyn Dabrion, qui est une sociologue avec laquelle on a parlé de l'évaluation des personnels de santé, particulièrement des infirmières. Et puis on a fait un petit focus sur son livre qu'elle a écrit, qui s'appelle Folie douce et Folie enragée. C'est un livre sur la folie en Guadeloupe. C'est un livre très intéressant qu'il faut lire. Sinon, on a reçu aussi Jérôme Geoffroy et le docteur Narcisse Moussinga. Avec eux, on a fait le point sur le parcours du cœur qui aura lieu ce samedi à la JCF, c'est-à-dire à Gosier, à partir de 6h30, et il faut s'inscrire. Et on a rappelé avec le docteur Moussinga qu'il faut effectivement avoir des petites marches comme ça, au point marché, à Sion plage, en côté au connaître, bord de la mer, etc. Et c'est bon pour le cœur, c'est bon pour pratiquement toutes les maladies. On a reçu aussi Nathalie Jacobi-Coel, la chroniqueuse de C'est à vous mettre. Avec elle, on a parlé de la garde des enfants et des difficultés justement dans le cadre d'une séparation. Edith Ewilus est venue avec nous pour parler d'une réunion qui se fera aussi dans le cadre le 27 avril prochain. C'est la Fédération des très petites entreprises. Et puis on va finir en musique. On a écouté d'un côté
Monsieur Sadik avec Sandy. Et là, on va écouter en finale Lila Chico, un petit extrait de son clip L'amour que vous connaissez tous. Et puis, elle nous a dit quelque chose, et moi, je suis d'accord avec elle. Sa chanson la plus connue, c'est Avouer, et je l'avoue. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 12h30. La réalisation était assurée par Yann, avec le support toujours de Sandy comme assistante. Voilà, il bout de projet de là. À demain. Main dans la main pour nous avancer, pour continuer, laissez-la passer derrière nous, et vrai enfin pour nous commencer. Choisis l'amour. Je dis pour faux semblant, nous arrêter ça, fanatique à rachat, pas baisser les bras. Moi c'est un monde solide qui garde en l'esprit. C'est le power money, c'est le seul moi choisi.